Merci d'être venus nombreux au Café littéraire ce soir. Ce n'était pas une évidence mardi soir. Ça fait plaisir. Alors, on est ravis ce soir d'accueillir Daisy Beavla Seidel, Leslie Ponce, où est-il là, voilà. François Ansermet et Renato Seidel, tous quatre psychanalystes, membres de l'école de la cause freudienne et de l'antenne Remonde de l'école européenne de psychanalyse. Alors, ils sont là ce soir pour nous présenter la vie, l'œuvre et le travail de thérapeute de Lou Salomé. Alors, cette soirée est en quelque sorte une introduction, une mise en bouche au spectacle intitulé Lou, qui aura lieu d'abord à Morges, à Bruxelles, le 23 novembre, et surtout, pour ce qui nous concerne, au théâtre Le Reflet, ici à Vevey. Donc avant de donner la parole à sa directrice, Brigitte Romanens, ici présente, je tenais à vous informer que si vous êtes intéressé par notre programmation, vous pouvez vous inscrire à nos newsletters sur le site lecafélittéraire.ch ou, avant de partir ce soir, prendre notre petit programme vert qui se trouve là-bas sur le live. Voilà, cette semaine, jeudi, nous avons un concert classique, un duo, le duo Athéna, deux virtuoses, une pianiste, une violoncelliste qui vont interpréter différentes œuvres de différents pays. Et vendredi encore, nous aurons le vernissage du dernier numéro de 7 Info, un magazine indépendant fribourgeois, magazine numéro qui traite de la thématique des Russes, des intellectuels russes révolutionnaires qui ont vécu sur le Riviera, au bassin lémanique, au début du XXe siècle. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie encore d'être venus. Et peut-être encore une petite précision, si vous voulez consommer durant l'événement, c'est tout à fait possible, mis à part peut-être les boissons chaudes, parce que la machine à café fait beaucoup de bruit. Voilà. Merci et bonne soirée. Je vais juste introduire très rapidement l'événement de ce soir, tout de même le lien que nous avons effectivement tissé, que nous sommes en train de tisser avec le Café littéraire. Merci à Mélodie Pointet, qui est notre chargée de communication au théâtre, et à Philippe Verdun d'avoir eu la très bonne idée de se rencontrer et puis de réfléchir à qu'est-ce que nous pouvions programmer, quels sont les liens que nous pouvions tisser entre ce bord du lac et le théâtre qui se trouve un petit peu plus loin à côté de la Grenette. Donc nous avons programmé ce spectacle Lou le samedi 26 novembre, qui a été mis en scène par Lorenzo Malagura, le directeur du Crochetan, théâtre du Crochetan de Montaix, qui d'ailleurs sera le soir du spectacle à 19h au théâtre pour vous parler de son travail avec les artistes. C'est un spectacle qui a été écrit par Pascal Rinaldi, qui est un chanteur valaisan et qui a travaillé sur, en particulier, la relation épistolaire que Laurent Salomé a tissée avec différents hommes qui l'ont accompagné dans sa vie. En l'occurrence, il s'agit de Rilke, de Freud et de Nietzsche, qui sont interprétés sur la scène dans une sorte de cabaret totalement délirant. Donc, on nous raconte l'histoire de Louis-André Salomé, on nous raconte sa relation avec ces hommes-là, et puis ça chante, ça danse, ça donne une idée peut-être de ce qui pouvait se passer à l'époque entre ces personnes-là. Et c'est évidemment tout ça à travers le regard de Lorenzo Malagora, qui est le regard d'un metteur en scène qui a envie de nous parler de ses passions folles qui étaient tissées entre ces personnes. Nous avons la chance, je vais dire, d'avoir Thierry Romanens qui est là ce soir et qui interprète Nietzsche, qui pourra peut-être, après cette conférence, lors du débat qui va suivre, parler aussi de comment lui a vécu sa passion avec Louis-André Salomé à travers le spectacle. Et on vous encourage effectivement à venir découvrir ce spectacle qui donne un regard comme ça complètement passionnel et assez intriguant. Quelques psychiatres et psychologues sont venus voir ce spectacle déjà. Il semblerait que tout est très documenté et correspond à ce que vous avez comme regard, vous, sur le travail de Louis-André Salomé. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup d'être là. Je me réjouis d'entendre vos regards de spécialistes sur ce travail-là. Et rendez-vous le 26 novembre au Reflet avec grand plaisir.
Je commencerai juste par un petit mot pour dire à quelle étoile nous devons d'être réunis ici. Nietzsche, justement, il sourit déjà de m'entendre. C'est la question justement de cette pièce de théâtre qui a fait Philippe Verdon me téléphoner. Mais peu avant ça, c'était un cours que je donnais d'histoire de la psychanalyse. Et puis une participante m'a posé la question, pourquoi on ne lit pas plus souvent l'œuvre de Lou, Andrea Salomé? Et puis, je n'ai pas su répondre à cette question, j'ai resté interloqué avec ça. Ensuite, je me suis dit, il y a la correspondance de Nietzsche et de Salomé, ça faisait 30 ans que j'avais commencé à lire ça, j'ai sorti le livre, et à ce moment-là, voilà que Philippe Verdon me téléphone pour me demander est-ce que vous seriez d'accord de parler de Lou Andrea Salomé. Alors évidemment, je ne pouvais pas hésiter, je lui ai demandé comment faire, si vous avez invité quelques personnes, il a dit que oui, et c'est ainsi qu'on a fait ce petit groupe, ce petit quatuor là, qui va vous parler de la façon suivante. Daisy, qui vous a déjà été présentée, commencera en parlant de l'œuvre, de la vie, de la biographie de Lou. Ensuite, Leslie parlera de l'œuvre. François parlera de la correspondance avec Freud. Et à la fin, je parlerai de la Sainte Trinité, de cette rencontre entre Lou, Nietzsche et Paul Riet, et à travers la correspondance. Donc je passe la Pour ma part, je ne connais que le je. Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce soit. Mais il est tout à fait certain, en revanche, que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne qui pourra. Ce faisant, je ne défends aucun principe, mais quelque chose de bien plus merveilleux, quelque chose qui est en nous, qui brûle du feu de la vie, qui exulte et veut jaillir. Ça, ce sont des paroles de Lou dans son autobiographie « Ma vie ». Elle me disait aussi qu'elle ne pouvait pas être fidèle aux autres, seulement à elle-même. Donc, pour moi, ça a été un peu difficile de faire chronologiquement, de vous introduire la vie de Lou, parce que j'ai l'impression qu'elle a vécu plusieurs vies parallèles, avec des personnes différentes. Donc, je me trompais dans les dates, mais je vais essayer un petit peu de vous rendre ce qui a été sa vie. Donc, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1861, d'une famille de 5 garçons. Elle était la dernière. On dit que sa mère n'attendait pas du tout une fille, et voilà, elle est née, très jolie fille. Son père avait déjà 57 ans, et voilà, je pense que son père était une grande passion pour elle. Et dans cet univers masculin, elle a évolué, et très croyante, elle fait donc j'ai partagé en 3 périodes, 3 personnes qu'elle rencontre. Donc, la première, la période JO, qui était la rencontre avec le pasteur hollandais qui discutait avec elle, donc il faisait un grand succès, c'était un très bon orateur, où l'introduit à la connaissance, c'est-à-dire que c'était une femme qui va évoluer toute sa vie avec une passion très grande de connaître, et elle va avoir ses interlocuteurs. Elle est à la recherche d'une certaine vérité. Moi, je pense qu'elle était quand même à la recherche d'un Dieu qu'elle a perdu par une histoire. Elle a dit que le signe de non-existence de Dieu a été donné une fois par c'est une anecdote, par un domestique qui disait qu'il y avait un couple dehors qui essayait d'entrer. C'était Monsieur et Madame Neige.
mais qu'ils n'habitaient pas là et qu'ils ne laissaient pas entrer, puis chaque jour ils disaient ah bah ils sont de plus en plus maigres, ils vont mourir, puis un jour il dit la noce ils sont morts. Puis cette histoire horrible, elle dit que ça a été pour elle un signe de la non-existence de Dieu, mais ça l'a quand même préoccupée toute sa vie, puisque à 70 ans, elle disait à Freud qu'elle était encore très préoccupée par le problème de la foi. Alors, cette passion de savoir a voilé beaucoup, je pense pour les hommes, de quoi il s'agissait. Donc, elle était... C'était une femme très grande pour l'époque, très mince, dans un corps de jeune fille, mais qui se comportait comme un homme. Et c'est Nietzsche qui a dit qu'il pensait avoir rencontré l'éternel féminin, mais en fait, il a rencontré l'éternel masculin. Donc lui, il a quand même senti quelque chose de la nature, de cet affect qu'elle avait, cette pulsion de connaître, et accompagnée de cet affect un peu narcissique, disons. Elle faisait qu'à sa tête, donc peu importait ce qui se passait dans sa vie. Donc la période Gillot, à la période de la Sainte Trinité, où elle rencontre Paul Rée et Nietzsche, et la période Rilke. À part ça, elle a eu deux maris, comme Donna Flor, et un c'était celui qui a donné son nom, donc c'est Karl Andreas, et puis l'autre c'était le docteur Friedrich Pinelli, on l'appelait Zemek, qu'elle a eu une relation aussi parallèle. Elle était déjà mariée, et il paraît qu'elle, en 1902, elle est tombée enceinte de ce médecin. Elle était d'abord très contente d'avoir d'être mère, et tout à coup elle a dit non, c'est pas ça. C'est-à-dire les faits, les précisions sont très difficiles à connaître. Il paraît qu'elle est tombée et qu'elle a parlé de l'enfant, et puis d'autres disent que c'est Zemek même qui a pratiqué l'avortement, puisqu'elle ne voulait plus du tout être maman. Alors, quand elle a perdu son père, qu'elle rencontre Gillot, et Gillot tombe amoureux d'elle, et qu'il dit qu'il veut se marier avec elle est... Dès que Gillot a déclaré sa passion, elle était bouleversée, elle ne voulait absolument pas ce type de relation avec lui, et elle, en fait, elle dit que non, et puis son père mort, elle convainc sa mère de partir à Zurich. C'était le seul endroit que les femmes pouvaient entrer à l'université. Et voilà, elles partent à Zurich, et à Zurich, elle fait des études, mais elle avait une santé précaire. Je crois qu'elle avait des poussées de tuberculose, si j'ai bien compris, et le climat ne lui convenant pas, elle va à Rome, et à Rome, elle connaît via Malvida, qui était une amie proche de Wagner et Cosima, elle connaît Paul Rée. Ensuite, elle connaît Nietzsche, qui vont former ces trois un triumvirat, donc c'est ce qu'ils appelaient la Sainte Trinité, dont vous connaissez la photo qui a été faite à Lucerne, qui est très connue, où elle est dans ce carrosse. Il y a Nietzsche et Paul Rée à côté, donc c'est une photo très, très drôle. Et en fait, Paul Rée était d'une famille riche, et il jouait beaucoup au casino, et quand il rencontre Lou, il a arrêté de jouer, et puis les deux avaient des conversations très importantes. Donc il passait la nuit discutant. Malvida disait mais écoutez, il ne faut pas sortir seul comme ça avec Paul Rée. Donc il était quand même, elle était préoccupée, même si elle était féministe, elle était considérée comme une féministe. Et
ensuite, ils connaissent Nietzsche et ils forment ces trois. Et puis elle a la bonne idée de dire on va habiter ensemble. On va habiter ensemble et puis on va étudier des choses ensemble. Donc elle propose une colocation en 1883, à peu près 1882, à ces deux hommes. Et puis sa mère disait mais quelle idée, ça ne peut pas se faire. On a dit oui, non. Et pour finir, Nietzsche renonce et elle va quand même habiter avec Paul Rée à Berlin en 1882, donc jusqu'à peu près 1887, à peu près 5 ans. Mais les gens parlaient beaucoup, avaient un regard très critique vis-à-vis de en disant mais ils sont des amants, c'est quoi? Non, voilà, on est des collègues. Aujourd'hui, ça ne fait absolument pas scandale, mais à l'époque. Et puis la mère a dit non, il faut que vous partiez, que vous disiez que vous écrivez un livre, enfin que vous faites des études, puis c'est là qu'ils partent en Agadine et elle écrit son premier livre, donc elle avait à peine 20 ans, Combat pour Dieu, où elle fait un rapprochement entre c'est-à-dire cette passion du savoir, la passion de connaître, la passion religieuse et la passion érotique. Donc quelque chose où elle met ces trois aspects de la vie ensemble dans ce livre. Ce livre, elle a fait très vite, donc elle a passé à peu près 6 mois pour l'écrire. Une fois que c'est écrit, elle a trouvé tout de suite des éditeurs et il a fait un grand succès. Par contre, le livre de Rée, c'était sur l'origine c'était l'origine de la morale, n'est-ce pas? Et ça n'a pas fait beaucoup de succès. Et il a dit il faut que je change de chemin, il faut que je fasse autre chose. Et il a décidé de faire médecine. Et elle a dit écoutez, ça va pas parce que tu auras d'autres horaires, on va pas se rencontrer. Il faut qu'on habite plus ensemble, il faut qu'on change de vie. Et là, ils se séparent. Et il est devenu médecin ensuite. Il a beaucoup pratiqué en Agadine. Et en 1901, il est trouvé mort dans une rivière. On ne sait pas si ça s'agissait d'un suicide ou d'un accident. Alors, voilà. Donc, le chapitre Andreas est quand même, donc son mari est quand même un peu étrange parce qu'elle rencontre cet homme qui était originaire des Indes orientales hollandaises où le grand-père maternel d'Andreas, qui était un médecin talentueux du nord de l'Allemagne, s'est installé à Batavia, à Java, ancienne colonie hollandaise. Donc il s'est marié, donc son grand-père est une Malaisienne. La mère d'Andreas a épousé un descendant d'une famille royale perse, les Bagratini. Donc sa famille, après, ensuite, a quitté Java et s'est installée à Hambourg alors que Karl Andreas avait 6 ans. Il était né en 1846, il avait 15 ans de plus que nous. Il a étudié dans un pensionnat à Genève. Il était très doué pour les langues, parlait l'allemand, anglais, français, le latin, le grec et le perse qui était la langue de ses ancêtres. Et il était aussi très fort en histoire, géographie, ethnologie. Je pense qu'elle avait quand même une certaine admiration par cet homme. Il s'est consacré à la linguistique, mais il paraît que comme professeur, il était un peu cafouillette et puis c'était difficile pour les élèves. Mais il était passionné par ce qu'il faisait. Je pense que ça a quand même attiré Lou. Donc il fait une fixation sur Lou, il la demande en mariage, elle a dit oui, puis après un jour avant elle a dit peut-être pas, ça va pas le faire. Et puis alors elle a pris un couteau, l'histoire, il paraît qu'il a essayé de se suicider, il s'est raté, il saignait, elle court, cherchait de l'aide, elle prend la police, elle appelle la police arrive, et puis il paraît qu'elle a presque eu la faute sur elle, il paraît que ça pouvait être elle qui avait essayé de tenter de le tuer. Donc finalement, elle a vécu avec cet homme
par moment, donc ils ont acheté une maison à Göttingen, là où elle a fini sa vie. Ils ont vécu ensemble. Le mariage sexuellement ne s'est jamais consommé, ce qui est quand même une bizarrerie. Finalement, il a fait 2 enfants avec la bonne. Donc un garçon et une fille. Et ce qui est étrange, c'est que d'une certaine manière, Lou a adopté un petit peu ses enfants. Donc le garçon est mort quand il avait 10 ans, mais Marish, qui était la fille, était l'héritière de Lou et habitait un peu avec lui. Alors, jusqu'à quand elle a conservé sa virginité? Donc on ne sait pas. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est Zemek. The Mec. Pour moi, c'était The Mec. Et c'est avec elle, du reste, qu'elle est tombée enceinte, etc. Et donc, cet homme ne s'est jamais marié. Ou Rilke. Mais voilà, c'est une histoire un petit peu qu'on ne sait pas très bien. Et elle a vécu avec elle le rencontrait parfois pendant 12 ans. Alors, fin 1897, elle est allée à Munich. Donc ça, c'est la partie Trinité. Et puis, la période Rilke, elle est partie à Munich avec son amie Frida von Bull. Parmi des nombreuses connaissances artistiques, donc ils ont connu beaucoup de gens connus, fameux à cette époque. Et elle a été présentée à Rainer Maria Rilke, qui avait à l'époque 22 ans. Lou avait 36 ans, donc elle avait 14 ans de plus que lui. Il était timide, réservé, bien sûr, mais il est tombé tout de suite très dans une grande passion pour Lou. Et dans les mémoires de Lou, elle a écrit « J'ai été ta femme pendant des années, car tu as été ma première réalité, où l'homme et le corps sont indiscernables l'un de l'autre, en fait incontestable de la vie même. Je pourrais dire littéralement ce que tu m'as dit quand tu m'as avoué ton amour. Seul toi est réel. C'est comme ça que nous sommes devenus mari et femme, avant même de devenir des amis, pas par choix, mais à cause de cet insondable mariage. Ce n'était pas deux moitiés qui se cherchent. Tremblante, notre unité surprise reconnaissait une unité préordonnée. Nous étions frères et sœurs, mais comme dans le passé distant, avant que le mariage entre frères et sœurs ne devienne un sacrilège. Donc, ce fut un début très brusque et une fin brusque. Ça a duré 3 ans et ça a eu fin en février 1901. Les états maniaco-dépressifs de Rilke a fait fuir Lou, qui s'est beaucoup préoccupé, et ce fut 3 ans d'intense poésie, mais Lou était incapable de réagir à ses poèmes comme il le désirait. Il paraît qu'il était très déçu, qu'il n'arrivait pas à cette exaltation qu'il attendait d'elle. Alors, juste une petite anecdote, nous sommes 3 ici, donc François, Leslie et moi. Ça fait 30 ans qu'on se réunissait pas très loin d'ici, à Territé, à l'hôtel Excelsior, dans un groupe qui s'appelait Groupe de rencontres cliniques et littéraires. Et une fois, on a étudié Les chemins qui ne mènent nulle part de Heidegger, et je ne sais pas par quel chemin, on est tombé sur les élégies de Duino. Vous vous souvenez de ça? Donc, alors, j'ai acheté ce livre, j'étais très jeune, pas très jeune, j'ai acheté ce livre, je l'ai lu et j'ai trouvé assez barbant. Et puis, je ne savais pas comment vous dire à l'époque. Et en fait, là, quand j'ai lu que Lou n'était absolument pas sensible aux poésies de Rilke, j'étais très, très rassurée. Franchement, je ne me prends pas pour elle, même si ce soir je porte le bois, parce qu'il paraît qu'elle portait beaucoup de bois. C'est très inconfortable. Je fais ça pour donner un peu de mais je vais l'enlever tout de suite parce que c'est très chaud. Et puis des peaux comme ça, il paraît. Voilà. Au début, vous voyez qu'elle a des photos en corset. Et à la fin de sa vie, elle a des robes très larges, donc elle s'est libérée un petit peu, qui portait ces choses. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais conseillé Rilke de faire une analyse de peur qu'il perde sa créativité. Et... Pardon ? Oui, alors je vais tout de suite finir. Leur amitié, en tout cas entre Rilke et nous, ça a duré jusqu'à la mort de Rilke. Et toi. Et une intense correspondance est arrivée jusqu'à nous, parce que Lou était très préoccupée à sa mort, à qui elle allait léguer ça, et elle a bien fait parce qu'elle ne voulait pas donner ses documents à la famille de Rilke, et puis elle a donné à deux jeunes qui allaient la visiter à la fin de sa vie. Donc, après la rupture avec Rilke, elle a passé l'été, donc il y a cet épisode de 1902 avec Pinel, avec le docteur Zemek, et puis il y a eu cette histoire d'avortement. Mais ce qui a été décisif pour Lou, c'était la rencontre avec Freud en 1911. Et dans l'année courante de 1910, donc une année avant qu'elle rencontre Freud dans ce congrès de psychanalyse de Weimar, elle a écrit un livre qui s'intitulait Dire érotique, où elle analyse son amour de soi-même, donc le narcissisme. Alors que Freud a écrit Introduction au narcissisme en 1914, donc il avait du matériel, hein, en tout cas avec Lou, pour nous faire ça. Donc elle a écrit à Freud en disant qu'après cette rencontre avec la psychanalyse, elle n'a plus du tout pu abandonner ses études sur la psychanalyse. Et en 1912, elle a passé 6 mois à Vienne dans des intenses discussions avec Freud. Elle a connu alors Tosk, qui avait 36 ans, 15 de moins que Lou. Il était croate, beau, très courtisé par les femmes, mais profondément malheureux. On aurait dit qu'elle les attirait. Il avait fait droit et était devenu juge. Ensuite, il a fait médecine. Et l'aventure a peu duré. Lou était rentré à Göttingen pour voir son mari, et il a fait, donc après Tosk a fait médecine, il a fait la guerre, il allait se marier avec une femme, et à 42 ans, à la veille de son mariage, il s'est suicidé. Donc, Lou mettait ensemble l'amour sexuel, la création artistique et la ferveur religieuse. C'était pour elle 3 aspects différents de la même force vitale. Elle a été présentée donc à Freud par Gier, c'était un psychanalyste suédois, que je pense avec qui elle a eu aussi une liaison courte, dans ce congrès de Weimar, 1911. Elle était ensuite introduite dans le cercle des psychanalystes qui gravitaient autour de Freud, et en 1931, elle a écrit un livre en hommage à Freud pour ses 75 ans, Mein Dank an Freud. Elle a passé les dernières années de sa vie à Göttingen. Elle était devenue diabétique et aussi a eu un cancer du sein et a fait une mastectomie. Il paraît qu'elle est partie à l'hôpital, elle n'a rien dit à personne, puis elle est rentrée, puis c'est là qu'elle a communiqué ça. Donc elle a continué à recevoir des patients chez elle, préoccupée à Göttingen, préoccupée avec le destin de ces documents. Elle les a donnés à Edith Bodak, c'était le document de Nietzsche, et 2 autres jeunes la visitaient fréquemment. À l'un d'eux, Joseph Koenig, elle a confié sa correspondance avec Rilke, et à Pfeiffer, elle a fait héritier de son œuvre à elle. Donc elle est morte dans son sommeil le 5 janvier 1937. Seulement Koenig et Pfeiffer étaient présents à son enterrement. Elle voulait que ses cendres soient répandues dans son jardin, mais une loi allemande interdisait, et sa urne a été placée dans le tombeau de son mari Andreas, au cimetière municipal de Göttingen, sans aucun signe particulier qu'elle était enterrée de sa tombe. Alors voilà, je vous remercie de votre écoute, je passe la parole à mes collègues.